les boutiques Poche, Apony et Isney vous présentent votre émission telle qu'elle. J'aurais voulu te dire que mes élèves sont suspendus à mes lèvres, Caroline, et qu'ils apprennent leur cours d'histoire-géographie avec passion. Et je me rappelle être arrivée dans ma voiture après y avoir beaucoup pleuré ce jour-là, en me disant mais pourquoi tu as du mal à accepter le succès, les compliments qu'on peut te faire. Je me retrouvais au niveau de ma thyroïde, organe des émotions, qui gère nos émotions. Et là, je me dis, Lauriane, il va falloir régler les choses. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Une personnalité lumineuse, une voix ensoleillée, une femme touchante, telle qu'elle reçoit Lauriane Zacharie. Bonsoir à toutes et à tous à la maison. Bonsoir Lauriane Zacharie, bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir Caroline. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Alors Lauriane, tu es auteure, interprète, chanteuse et professeure d'histoire géo depuis environ 17 ans, c'est bien cela? Le temps passe vite. Alors Lauriane, on va faire plus ample connaissance et on va commencer directement par la découverte de ton objet mystère. On arrête le suspense. J'ai hâte de le découvrir. Le voilà. J'ai l'impression que c'est un... C'est une poudre scintillante. Oui, alors? Eh bien, écoute, alors, mes amis le savent, tous les jours, je mets des paillettes. Dans ta vie? Voilà, exactement. Et en fait, au-delà de l'aspect un peu superficiel, léger, je dirais, de la chose, c'est une façon pour moi de symboliser le fait qu'il est important de cultiver sa propre lumière. Et j'entends par là cultiver son amour propre, l'estime de soi. Et en fait, tu vois, lorsque le mood est bas, ce qui arrive parfois, eh bien, je vais en mettre davantage. Et tu sais, c'est comme si c'était un ballon que ça me donnait pour affronter la journée. Et c'est vrai que j'en ai tout le temps. Voilà. Alors écoute, pour l'anecdote, je comprends très bien ce que tu veux dire. Les jours de bad mood, on a besoin de refaire monter un petit peu le mood en général. Moi, je porte du rouge et je vois que tu portes un vernis rouge. Absolument. Donc quand tu mets vernis rouge plus paillettes, alors à mon là, avis, ma fille, maman, tu es au top. Exact. Là, je peux affronter le monde. Je suis armée. Très bien. Donc tes élèves sauront que les jours où tu arrives avec plein de paillettes, il faut qu'ils te donnent de l'amour. Exactement. C'est un signal. Exactement. Bon, voilà. Super. Tes deux parents sont des mélomanes. La musique a débarqué très, très tôt dans ta vie. Quels souvenirs gardes-tu justement de cette époque, de cette période et de tout ce que tes parents t'ont inculqué? Bien, écoute, c'est vrai que petite, la musique était omniprésente à la maison. D'abord à travers le chant. Ma mère chantait tout le temps. Il n'y avait pas une fête de famille qui ne se terminait sans l'interprétation de son titre fétiche, de Myriam Makeba Malaika, qui signifie mon ange. Et elle interprétait ça tout le temps. Et puis on y allait tous ensemble, tout le monde donnait de la voix. Et je me rappelle des samedis ménage, tu sais, le samedi c'était le jour de ménage à la maison. Matin. Voilà. Tous les Martiniquais s'en souviennent. Voilà. Et ma maman, elle rythmait ça, le ballet à la main, en chantant. Et donc je l'ai toujours vu chanter. Et mon père, lui, c'est une musique omniprésente dans la voiture, à la maison. Il avait son tourne-disque, il avait beaucoup de vinyles. J'ai ces souvenirs très clairs là. Il écoutait quoi, ton père? Alors mon père, il écoutait beaucoup de reggae, beaucoup de reggae. Il écoutait aussi beaucoup de musique soul noire américaine, Marvin Gaye, Otis Redding, etc. Et puis mes deux parents très tôt m'ont amené à fréquenter les salles de concert, les salles de théâtre, les salles de spectacle d'une façon générale. Et je pense qu'ils avaient à cœur de me mettre en lien avec la culture et l'art. Et je me souviens, par exemple, toute petite, je devais avoir 8 ans, mon père m'avait emmenée voir
un concert de Kali sur son album 6e continent. J'étais émerveillée. Je me revois au théâtre municipal de Fort-de-France, émerveillée, assise à côté de mon père. Et je crois que voilà, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Ça a permis de faire germer en moi cet amour de la musique. Qui va se concrétiser d'ailleurs quelques années plus tard, parce qu'à l'âge de 9 ans, tu vas remporter un concours de chant. Oui, effectivement, je vais remporter le concours de la chanson créole, qui est organisé à l'époque, alors on ne disait pas encore le parc Aimé Césaire, on parlait du parc floral, par un monsieur qui s'appelait Monsieur Euloga, c'est bien ça. Et il s'agissait donc de permettre à de jeunes enfants d'interpréter des morceaux choisis de notre patrimoine musical. Et je me rappelle avoir interprété Marie-Clémence. Et effectivement, j'ai remporté ce concours et je crois que ça a été le point de départ de la présence de la musique dans ma vie de manière prégnante, je dirais. Tu vas t'envoler pour Montpellier quelques années plus tard. Oui. Pour donc des études d'histoire contemporaine. Tu as une maîtrise consacrée à la mémoire collective. Alors, comment est né ton intérêt pour l'histoire contemporaine et la maîtrise, la mémoire collective? Et moi, le terme mémoire collective, il m'interpelle. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Très bien. Alors, la mémoire collective, s'il s'agit de définir ça de manière simple, je pourrais dire qu'il s'agit de l'ensemble des souvenirs, conscient ou non, d'une expérience vécue ou mythifiée appartenant à un groupe humain. Donc, en fait, c'est que va-t-on retenir du passé et qu'on va garder présent. Et cette mémoire collective, elle va être véhiculée par des vecteurs de mémoire, qui sont par exemple les musées, qui sont les commémorations, les monuments, un certain nombre de lieux de mémoire où s'incarnent ces souvenirs. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Eh bien, déjà, après le bac, j'intègre les classes préparatoires au lycée de Bellevue. Et très rapidement, l'histoire-géographie vont commencer véritablement à me passionner. Et parce que j'avais à cœur de comprendre le monde dans lequel je vivais, de comprendre l'organisation du territoire dans lequel je me trouvais. Et c'est ce qui va m'amener à apprécier l'histoire-géographie. Et pourquoi l'histoire contemporaine? Parce que j'avais besoin de comprendre le monde actuel. C'est vrai que je n'avais pas d'appétence particulière pour l'Antiquité, le Moyen-Âge. Mais par contre, j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel je vivais. Et l'histoire contemporaine était pour moi le meilleur moyen d'y arriver. Voilà. Tu es, on l'a indiqué, professeur d'histoire géo depuis 17 ans. Oui. Comment est le rapport du coup avec tes élèves? Est-ce qu'ils sont tous fans d'histoire géo parce qu'ils ont une professeure absolument passionnante? Raconte-nous un peu cette vie de prof et le rapport aux élèves. Alors, j'aurais voulu te dire que mes élèves sont suspendus à mes lèvres, Caroline, et qu'ils apprennent leur cours d'histoire-géographie avec passion. Hélas, non. Pas du tout. Pas du tout. L'histoire-géographie reste une matière plus ou moins appréciée des élèves. Après, j'ai la chance quand même d'avoir des relations plutôt bonnes avec mes élèves, d'une manière générale. Maintenant, la matière en elle-même, c'est un défi quotidien d'intéresser les élèves, de trouver des stratégies, une pédagogie qui va faire qu'ils seront intéressés. Mais ce n'est jamais gagné. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné avec une classe ne fonctionnera pas avec l'autre. Ce qui a fonctionné une année ne fonctionnera pas forcément l'année suivante. Et donc, nous sommes obligés de nous adapter. En tout cas, moi, je suis obligée de m'adapter en permanence à mon public. Mais en tout cas, l'objectif, effectivement, c'est de les intéresser. Ouais. Je suis sûre que tu y arrives. Tu m'as confié t'être longtemps auto-sabotée face au succès. Qu'est-ce que tu entends par là, de l'auto-sabotage? Écoute, quand je sors mon premier album, je n'ai aucun projet de carrière musicale. J'ai juste écrit des chansons que j'ai composées avec comment dire, sans projet de carrière. Et du coup, quand le fameux titre Lumina sort, qui me fait connaître, me propulse dans la sphère publique, je ne suis pas tout à fait prête à ça.
Et je me rappelle une fois être allée chez la coiffeuse. Et elle me dit « Ah, c'est Lauriane Zacharie, la belle voix qui se cache !» Et je me rappelle être arrivée dans ma voiture après et avoir beaucoup pleuré ce jour-là, en me disant « Mais pourquoi tu as du mal à accepter Le succès. le succès, les compliments qu'on peut te faire ?» J'avais beaucoup de mal quand on me disait que je chantais bien ou que j'avais du talent. C'était extrêmement compliqué pour moi à recevoir. Et c'est pour ça que je parle d'auto-sabotage, parce que quand on... Tu vois, je te parlais de du fait que je travaille avec mes paillettes chaque jour, mon estime de moi-même et mon amour propre. Je pense que quand j'ai débuté dans la musique, cette estime de moi et cet amour propre était bas, très bas. Et donc, il a fallu du temps pour que tout cela grandisse et que je puisse me dire, écoute, si on te fait un compliment, c'est que tu le mérites tout simplement. Donc, accueille-le. C'est ça. Et je sais que tu commences à accueillir, d'ailleurs. Oui, je m'y attelle. Alors, tu as développé un extraordinaire amour pour la scène. Oui. Tu t'es produite à énormément d'endroits, en dehors de la Martinique. Tu aimes ces moments de communion avec ton public et de partage, pour t'avoir vu de nombreuses fois sur scène. Si je te demande de choisir 2 scènes qui t'ont particulièrement touchée, est-ce que tu serais capable de m'en citer? Tu as vécu quelque chose de fort, en tout cas. Alors, chaque scène est unique. Après, je ne fais pas partie des artistes qui vont te dire que toutes les scènes sont magiques. C'est faux. Est-ce qu'on a eu des scènes il y a des scènes qui sont chaotiques. Voilà, tu t'es dit, mon Dieu, on annule, on reformule vivement demain. Mais c'est vrai qu'il y a 2 scènes en particulier qui m'ont marquée. C'est d'abord mon concert au New Morning. J'avais partagé l'affiche. C'était un double concert, en fait, de Lauriane Zacharie et Valérie Loury. Et ce concert-là m'a vraiment marquée. C'est une salle extrêmement intimiste. C'est une salle qui est mythique. Et quand on t'annonce au New Morning et que tu vois l'affiche avec ton nom et que tu vois que surtout que les gens viennent, que les gens viennent t'écouter chanter, ça a été très fort pour moi. Et puis, il y a une autre scène que j'ai faite aussi à Paris. C'était le Zénith à l'occasion des 40 ans du groupe Malavoie symphonique. Et ça, c'est un souvenir impérissable. Vraiment, de me retrouver avec des artistes que j'admirais enfant, que j'écoutais avec mes parents, et de me retrouver à leur côté. Je parle bien sûr de Ralph Tamar, de Tony Chasseur, de Nicole Bernard, etc. Ça a été un moment d'émotion. Et je t'avoue que ça date, je crois que c'est un concert qui date de 10 ans au moins. Et quand il m'arrive de regarder les photos, je me demande si j'ai vraiment vécu ça, tu sais. Je me dis, mais si, j'étais bien là. Oui. C'est bien moi. C'est pas lunaire. Et tu as 2 scènes complètement différentes. Tu as le New Morning, oui, qui est où très le public est très, très, très proche. Exactement. Et puis le Zénith, où le public est beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Et quand tu as la salve des applaudissements qui intervient à la fin de ton interprétation, c'est quelque chose d'unique. Alors, j'aimerais qu'on partage quelque chose d'un peu plus intime encore. J'aimerais qu'on parle de somatisation. Quand la souffrance psychologique, psychique n'est pas verbalisée, n'est pas acceptée, elle ressurgit sur le corps. J'aimerais savoir, toi, ce que ça t'évoque. Est-ce que ça te parle, cette douleur psychique qui se transforme en douleur physique? Clairement. Je crois que j'ai très tôt, très jeune, pris l'habitude d'avancer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai souvent fait fi de ce qui n'allait pas. C'est-à-dire que oui, j'ai des moments de tristesse intense, comme tout le monde. Mais cela, même si ça me freine quelques temps, quelques jours, quelques semaines, ça ne va jamais au-delà. Et ça ne m'empêchait pas de fixer mes objectifs. Et j'ai longtemps avancé comme ça. Et puis à un moment donné où ton corps te dit, mais ma fille... Tu as refoulé, donc voilà, quand même tu refoules, inconsciemment des émotions. Exactement. Et à un moment donné, ton corps te dit, mais ma fille, il va falloir que tu fasses face.
Il va falloir que tu regardes toutes ces petites douleurs, que tu regardes toutes ces petites blessures que tu as camouflées sous tes sourires, sous tes éclats de rire. Il va falloir que tu les affrontes. Et moi, ça apparaît en 2016 où je vais chez le médecin et elle me dit... où je suis souvent aphone, en fait, je perds souvent ma voix à cette époque-là. Et elle me dit, c'est bizarre, je trouve que ta gorge est un peu gonflée, on va faire une petite écho. Donc on fait une écho. Ah, il y a quelque chose. Il va falloir faire un petit scanner. OK, on fait un scanner. Et je me revois au CHU, la Mina. Et je vois le radiologue. Bon, alors, bref. On va pas parler de l'annonce, c'est ça? Terrible. Devant son écran. Et qui me dit, oh là là, oh, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Ah non, mais c'est énorme, c'est énorme. Et là, le médecin qui arrive, enfin, j'ai l'impression d'être un peu une bête de somme. Et là, on me dit, bon, alors, il va falloir vous faire opérer. Donc, vous voulez quoi? Le CHU, mon Govulsin. Et là, tu vois le plafond du CHU qui tournoie, le sol qui se dérobe sous tes pieds. Et on te dit, voilà, vous avez une tumeur. Dès que tu entends le mot, c'est terrible. Ouais, le monde s'écroule. Et on me dit là, mais bon, on ne sait pas encore si elle est bénigne ou maligne, donc il va falloir faire une ponction. Bon, je vous passe les détails. Terrible. Alors, il y a des gens pour lesquels ces ponctions se sont très bien passées. Moi, ça a été horrible. Et là, on me dit, voilà, je revois le papier. Vous avez 70% de chance d'avoir une tumeur maligne. Et quand j'arrive chez mon médecin traitant, elle me dit, bon, voilà, on va se raccrocher aux 30%. Mais il faut que tu saches qu'on ne saura que lorsqu'on t'aura opéré. C'est à ce moment-là qu'on verra tout cela à l'analyse pathologique pour savoir ce qu'il en est exactement. Et là, c'est terrible. Et en fait, cette tumeur, elle se trouvait au niveau de ma thyroïde, organe des émotions, qui gère nos émotions. Et là, je me dis, Lauriane, il va falloir régler les choses. C'est pas anodin que cela t'arrive à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai d'ailleurs décidé d'entamer une thérapie, tout simplement, pour régler plein de choses. Et j'ai eu de la chance, donc je suis partie en France me faire opérer. Et la tumeur était bénigne. Elle était bénigne. Mais après cela, ça a eu un impact sérieux sur ma voix. J'ai été en arrêt plusieurs mois. J'ai dû faire de la rééducation avec une super orthophoniste que je salue si elle nous regarde. Elle s'appelle Véronique. J'allais la voir chaque semaine. Et grâce à elle, j'ai retrouvé mes capacités vocales et j'ai pu rechanter parce que c'était ma hantise. Je me rappelle que je disais à mes parents, mais si je ne peux plus chanter, je vais mourir. Et j'entends mon père me dire, mais non, tu ne peux plus chanter, ok, faire l'autre bagaille. Du solfège peut-être? Ah non, mon Dieu, je déteste. Ah, je déteste le solfège, je déteste ça. C'est pour ça que j'ai choisi le chant. Je sais, parce qu'il y a une histoire avec le piano, mais on en parlera une autre fois. Une autre fois, pour une autre émission. Et en fait, si tu veux, à partir de là, j'ai bien compris que, tu sais, quand on te dit que la maladie, c'est le mal qui te dit les choses. Et cette somatisation, elle s'est produite à plusieurs niveaux. Donc, il y a eu ça. Et puis, en fait, pendant très longtemps, je disais, je ne veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, moi je suis très bien. Je me nourris de mon couple, ça me suffit. Ça me suffit. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en réalité, c'était pas un choix, comment dire, qui était fait en toute conscience. C'était un choix qui était guidé par le fait que la petite Lauriane avait, elle, s'était dit qu'en fait, soit que les enfants pouvaient séparer leurs parents, soit qu'il était compliqué pour un parent d'être parfait. Donc, si je ne pouvais pas être parfaite, ce n'était pas la peine d'avoir d'enfant. Ouais. Et si je n'étais pas certaine de rendre cet enfant absolument heureux, ce n'était pas la peine non plus. Et du coup, je pense que mon corps, mon esprit a tellement intégré ça qu'au moment où j'ai décidé d'en avoir, il n'est pas venu. C'est encore aujourd'hui ma grande tristesse. Ma grande tristesse, ouais. Mais tout n'est pas joué, tout n'est pas terminé. Non. Il y a encore de l'espoir et des belles choses qui peuvent arriver. Oui, certainement. Tu rêves de maternité aujourd'hui? Toujours. Oui. Toujours. Mais bon, tu vois, l'horloge biologique avance parce que tu vois, contrairement aux hommes, nous avons une deadline.
Alors, oui, la science peut parfois aider à faire des miracles. Alors tu vois, quand je vaporise mes paillettes le matin, je parle à l'univers, je lui dis, bon, allez, ce serait bien que le miracle arrive jusqu'à moi. Et à chaque fois que j'entends autour de moi des gens qui disent, mon Dieu, mais elle n'y croyait plus, mais un tel est tombée enceinte, je me dis, bon, ben, peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. C'est ça. Et j'en connais plusieurs. Écoute, petite note d'espoir. Et puis, telle quelle porte chance, j'ai remarqué. Donc, on laisse infuser. On va laisser infuser. Voilà, alors. c'est ça. Mais quand je t'écoute, je me dis qu'on n'arrête jamais de cheminer sur nous-mêmes. Jamais. On n'arrête jamais de travailler sur nous. Je t'avoue que je me dis des fois, aïe, donc quoi, je me suis lancée là parce que... Alors, c'est vrai que si c'est à refaire, je le refais et je l'aurais fait plus tôt. Et c'est un conseil que ma maman m'a donné très tôt dans ma vie. Elle me disait... va en thérapie, chemine, travaille sur toi. Mais il faut être prête pour ça. Et je n'étais pas prête pour ça parce qu'il faut être armé pour pouvoir s'affronter soi-même. Se regarder en face, sans phare. Regarder son passé. Et puis accepter la vie qu'on a eue. Pas une vie rêvée, édulcorée, réinventée, juste celle qu'on a eue. Et il faut du courage pour ça. Donc, j'ai attendu d'en avoir suffisamment. Et juste pour rebondir rapidement avant l'ultime question, on a eu l'occasion d'échanger sur cette fameuse phrase « je profite de la vie ». Dire « je profite de la vie », c'est quelque part dire « je mets de côté tout ce qui est sombre, tout ce qui est laid, tout ce qui est difficile pour ne jouir que de ce qui est joyeux, lumineux. » Or, c'est pas ça la vie. Aujourd'hui, tu vois, à l'âge que j'ai juste envie d'embrasser la vie pleinement. La vie, c'est naître et mourir. La vie, c'est être en bonne santé et être malade parfois. La vie, c'est être heureux et être triste. La vie, c'est les roses et les épines, comme disait Jean d'Ormesson. Et je crois que lorsqu'on accepte ça, le fait qu'elle soit mouvante et changeante, c'est là qu'on atteint vraiment l'éveil et une certaine forme de sagesse. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Donc, je ne veux pas profiter de la vie. Je veux vivre. Tout simplement. Et est-ce que tu as envie de piocher une petite question? Eh bien, pourquoi pas, Caroline? Très bien. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt de celle qui ira tout au fond ou qui va rester en surface? Au fond. Au fond des choses. Très bien. Alors, voyons voir cela. Tu vas nous la lire. Prends ton temps et tu peux même prendre le temps de la réflexion. Alors, waouh, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, c'était quoi? La dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. J'ai l'impression de savoir, pourtant moi. Ah bon? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Une nouvelle expérience récente que tu n'avais jamais fait avant. Et mon Dieu, Caroline connaît mieux ma vie que moi. C'est ça. Je pense que j'investis trop sur les invités. Il y a un souci. Et surtout, tu retiens davantage ce qu'elles te disent qu'elles-mêmes, c'est ça? Ou bien non, même peut-être une activité ou je sais pas, ça peut être dans la sphère personnelle aussi. Alors, et là, je te promets que j'y ai pas accès. Alors, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, écoute. L'animation télé. Le mois dernier. Il me semble quand même que je ne t'ai jamais vu en direct présenter le carnaval. C'est ça, on est d'accord. Effectivement. C'était vraiment une nouvelle expérience. Nouvelle expérience. Alors, c'était pas ma première expérience télévisuelle. C'était la 3e. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Michel Reynaud, qui a été le premier à me dire Lauriane, viens à la télé. Tu peux faire quelque chose. Il m'avait proposé de présenter le Matinique Festival à l'époque sur la première. Et là, pour le carnaval, c'est monsieur... Carnaval, c'était la première fois. Première fois en direct. C'est particulier de présenter en direct le carnaval. Exactement. Et là, c'est Laurent Salcède, le directeur éditorial de Martinique la Première, qui a fait appel à moi. Donc évidemment, là, je suis un peu perplexe. Ah bon? et j'hésite un moment. Et ensuite, je me dis, écoute, Lauriane, tu adores le carnaval. C'est une fête patrimoniale. Tu es attachée au patrimoine de ton pays. Et la télé, c'est un univers qui t'attire de plus en plus. Alors, ma fille, on nous allait. Alors, c'est vrai que... C'est un vrai challenge. C'était un défi. C'était particulier parce que
là, c'est sans filet. Hein. Le direct du carnaval a plein de titres. Sans filet parce que t'es en direct. Sans filet parce que c'est le carnaval et que tu es en relation avec tout ce qui fait le carnaval. Donc les carnavaliers qui sont sans filet eux-mêmes. Voilà, sans filet eux-mêmes, qui sont parfois un petit peu alcoolisés. Mais vraiment, je suis très heureuse d'avoir dit oui, d'avoir accepté d'être allée au-delà de mes peurs qui souvent me freinent et me bloquent. Parce que j'ai finalement reçu beaucoup de bienveillance pendant ce carnaval, de la part des équipes de Martinique La Première d'abord, que je remercie, et puis de la part des carnavaliers. Franchement, j'ai passé 4 jours alors sportifs, hein, vraiment sportifs, mais vraiment, c'était génial. C'était génial. C'est déjà la fin de l'émission, Oui. Lauriane. J'aurais aimé que ça dure vraiment plus longtemps. Moi aussi. On aurait eu encore beaucoup de sujets de conversation. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. On sait que tu acceptes les épines qui se présentent à toi dans ta vie. Désormais. Mais on te souhaite des bouquets et encore des bouquets de roses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. M'a dit c'est femme Maokani, m'a dit c'est femme pays, m'a dit c'est femme solide, c'est femme qui c'est femme qui n'y valait. Jodi m'a dit tout bout, tout vent la vie, c'est tout ça qui content, il peut poser. Rien pas très facile, non, dernier je l'ai parti. Yo tout quatre c'est chimère yo. Manze m'a dit c'est femme Maokani. Manze m'a dit c'est femme pays. Manze m'a dit c'est femme solide, c'est femme qui c'est femme qui m'y fallait. Manze m'a dit c'est femme Maokani. Manze m'a dit c'est femme. Les boutiques Bosch, Apony et Isney vous ont présenté votre émission telle quelle.